Ok, alors bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de voir beaucoup de noms connus et inconnus sur ce Zoom ce soir. Et je suis aussi très contente d'accueillir la professeure Julia Steinberger pour cette conférence. Moi, je m'appelle Lucie, j'organise cette conférence dans le cadre de la Semaine de la durabilité à Fribourg. Et puis, avant de laisser ma place ici à Madame Steinberger, je vais juste vous donner quelques informations techniques, un peu pratiques sur le déroulement de la conférence. La première chose, vous le voyez peut-être déjà sur votre écran, c'est que cette conférence, elle est enregistrée pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes en ce moment et qu'elle sera mise à disposition ensuite sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, je vous laisse couper votre caméra et puis couper votre micro. J'espère que c'est OK pour tout le monde. Et puis d'ailleurs, pour tout le monde maintenant, je vous propose de couper le micro et de le réactiver plus tard si vous avez une question après la conférence. Ça va durer environ 35-45 minutes de conférence. Et puis ensuite, on aura un moment de discussion ensemble. Et si vous êtes ici, que vous comprenez le français, mais que vous aimeriez poser des questions en anglais, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Ensuite, avant que j'oublie, j'aimerais vous présenter nos sponsors. Voilà. Parce que même si on est en ligne, c'est quand même une édition où on a des coûts, comme toute organisation. Donc, j'aimerais les remercier maintenant pour leur soutien et puis pour nous permettre d'être ici. Ok, maintenant, c'est la partie où je vais juste introduire en quelques mots, je vais être très brève, pour introduire cette conférence. Donc, on va parler des moyens d'action, comment est-ce qu'on peut agir face aux crises qu'on est en train de vivre. Et puis, pour ça, nous avons invité la professeure Julia Steinberger pour nous en parler. C'est une personne que je trouve très intéressante pour plusieurs points. Le premier, c'est son parcours varié. Elle a fait des études de physique aux États-Unis. Ensuite, elle est revenue en Europe. Elle s'est intéressée à des questions économiques et écologiques. Et puis, elle a notamment fait des post-doctorats en écologie industrielle. C'est aussi une personne qui a fait de la recherche, qui était également professeure à Leeds. Et maintenant, elle est professeure ordinaire à l'Université de Lausanne. Elle s'intéresse notamment aux relations entre la consommation des ressources et puis la performance dans la société, donc le bien-être de la société et les activités économiques. À côté de ça, elle est aussi membre du GIEC, donc du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en tant que rédactrice, autrice principale du 3e groupe de travail. Donc, on aura aussi l'occasion d'avoir des faits très actuels sur les crises que nous vivons. Et finalement, un jour après la Journée internationale des droits de la femme, je suis très contente de laisser la parole à une scientifique ce soir. C'est tout pour moi. Si personne n'a de questions, je vais arrêter de partager mon écran. Et puis, Madame Steinberger, je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup. Merci de votre invitation, merci de votre organisation. Donc, je vais vous parler un petit peu des crises que nous vivons actuellement. Je vais vous présenter un petit peu mes recherches et les recherches d'autres personnes aussi. Et puis ensuite, on aura, j'espère, assez de temps pour une discussion tranquille. Et puis, je vois que, en tout cas, donc ça me fait plaisir de passer cet après-midi avec vous et merci de l'organisation de cette semaine sur la durabilité. Alors, je vais partager mon écran, ce qui est toujours... voilà, il faut toujours trouver le bon. Et puis, j'espère que vous voyez ce qu'il faut maintenant. Et je vais aussi... Voilà, attendez. Tac. Alors, je pense que c'est bon maintenant. Vous arrivez à voir et à m'entendre? J'espère que ça marche. Alors, je vais vous parler de crise climatique et écologique. Comment pouvons-nous agir? Et je vais commencer par les crises. Je vais commencer par... ensuite, je vais vous parler un petit peu de mes recherches et de certains résultats que nous avons eus, entre autres. Et ensuite, on va parler d'agir. Donc, les bases scientifiques de l'urgence climatique pour commencer. Ensuite,
à propos des inégalités, ce qui est un terme très, très important dans la durabilité et dans les crises que nous vivons. Et parler si c'est possible de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires et si c'est possible, quels sont les obstacles à surmonter, ce qui nous donnera ensuite des idées pour des pistes d'action. Alors, les bases scientifiques de l'urgence climatique, donc ça, c'est l'urgence climatique, c'est pas dans l'avenir, c'est déjà avec nous, ça se traduit différemment dans différentes zones. Dans l'ouest états-unien et dans beaucoup d'autres endroits sur Terre, ça se traduit par des feux beaucoup plus fréquents, beaucoup plus dangereux. Donc ça, c'est de l'automne dernier. Alors, la motivation de l'urgence scientifique, la motivation de l'urgence climatique, ça se trouve entre autres dans les rapports du GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évaluation du climat. Et puis, on dit GIEC parce que ça fait trop long. Et puis, donc moi, je suis co-auteur du GIEC, mais je suis auteur sur un autre rapport que celui-là, un rapport qui va paraître l'an prochain, donc il ne faut surtout pas l'attendre. Ça, c'est le rapport spécial sur les 1,5 degrés ou SR 1,5, comme on l'appelle, que je vous recommande, qui est sorti en octobre 2018. Ce rapport a une mission particulière, c'est-à-dire que le GIEC, nous répondons aux gouvernements qui sont représentés dans l'ONU, et ces gouvernements, pour beaucoup d'entre eux, ont signé l'accord de Paris. L'accord de Paris vise un réchauffement climatique inférieur à 2 degrés et, si possible, 1,5 degré. Donc, d'abord, la question se pose tout de suite par rapport à quoi est-ce qu'on est en train de mesurer ce réchauffement. C'est un réchauffement global qu'on mesure par rapport à une moyenne globale de l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire qu'avant qu'on commence à brûler des énormes quantités de charbon, etc., pendant l'ère industrielle, on dit que ce niveau-là était le 0 degré. Et ça, on peut dire que c'était autour des années, par exemple, 1750. On était à 0 degré, parce qu'on était dans l'ère pré-industrielle. Et donc, le réchauffement se situe par rapport à celui-ci. Et la question des gouvernements, c'est d'abord, est-ce que 2 degrés, ce ne serait pas déjà trop? Est-ce que 1,5 degré et entre 1,5 et 2 degrés, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Donc, ils demandent ce rapport spécial qui répond à ces questions. Et dans ce rapport spécial, donc une de ses missions, c'est de comparer 1,5 et 2 degrés. Et ça, c'est juste un résumé de certains des impacts et de la différence qu'il y a entre ces deux niveaux de réchauffement. Donc là, je suis juste en train de résumer selon plusieurs dimensions qui sont intéressantes, mais il y a beaucoup plus, bien sûr, d'informations dans ce rapport. Alors, la première question à laquelle il faut répondre, c'est à quel niveau de réchauffement sommes-nous actuellement en 2021? Et là, la réponse, ça, c'est quelque chose où je dois maintenant changer ce slide toutes les années parce que nous sommes dans une accélération du réchauffement tellement rapide qu'on voit ce changement d'année en année. Donc, les dernières mesures de l'année passée ont montré que 2020 était de 1,2 degré plus chaud que l'ère pré-industrielle. 2019, on était encore à 1,1. Donc, nous sommes en train vraiment d'accélérer dans ce réchauffement. Nous sommes déjà très, très proches de ces 1,5 degrés qui sont dans l'accord de Paris. Donc, les impacts, on va regarder par exemple les chaleurs mortelles qui arriveraient au moins une fois tous les 5 ans, toucheraient 14% de la population à 1,5 degré ou près de 40% de la population à 2 degrés, donc 2,6 fois pire si on compare les deux. L'Arctique libre de glace des mers en été, ce qui n'arrive pas actuellement, arriverait une fois tous les 100 ans, une fois tous les 10 ans à 2 degrés, donc 10 fois pire entre les deux. Espèces d'insectes qui perdent 50% de leur portée, et une espèce qui perd 50% de sa portée est en danger de disparition ou d'extinction, serait de 6% à 1,5 degré ou de 18%, presque un insecte sur 5 à 2 degrés, donc c'est 3 fois pire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne vivons pas sans insectes, donc nous sommes entièrement dépendants des insectes pour notre nourriture, pour la façon dont nous vivons. Les récifs de corail en disparition, 70 à 90% seraient en disparition à 1,5 degré, à 2 degrés, c'est la disparition totale. Donc, on a vraiment, en gros, c'est infiniment fois pire si on veut. Donc, on voit que nous sommes dans un système non linéaire et puis même des petites différences de température, ce qui nous paraissent petites parce qu'on serait, si vous êtes dans une pièce avec 0,5 degré
le changement de température, ça ne vous fait pas un effet énorme. Par contre, c'est un effet immense à l'échelle planétaire avec des impacts qui sont vraiment non linéaires entre ces différents degrés de réchauffement. Pour vous montrer, par exemple, ce que ça représente à l'échelle planétaire pour justement l'extinction de les espèces qui sont à risque d'extinction, on voit vraiment ces différences non linéaires. Par exemple, si on regarde les vertébrés, si on est à 2 degrés de réchauffement, ils perdraient presque 10%, enfin presque 10% des espèces, donc ça c'est la barre jaune, seraient menacées de disparition. Si on va plus vers les 3 degrés, c'est un quart des vertébrés qui sont menacés d'extinction sur cette trajectoire de réchauffement. Si on regarde les plantes et les insectes, c'est encore pire, c'est-à-dire que les plantes vers 3 degrés et les insectes, on est presque à la moitié des espèces de plantes et d'insectes qui, vers les 3 degrés de réchauffement, seraient à risque d'extinction. Donc, on voit qu'on est vraiment dans un système, dans une lancée très, très dangereuse. Bien sûr, la question se pose, vers quelle température allons-nous actuellement? Et puis là, il faut comprendre qu'on est vraiment dans un système avec un certain engrenage. Malgré le fait qu'on sache, que nos politiciens, que les dirigeants économiques sachent que le réchauffement climatique existe, ils ne sont pas en train d'agir en conséquence. En 2018, on a eu un taux, donc on est vraiment sur une lancée croissante. En 2018, on a eu le record mondial des émissions. En 2019 aussi, donc on a battu notre record de 2018. En 2020, les émissions se sont baissées un petit peu à cause du Covid, mais nous savons que les compagnies pétrolières ont l'intention de continuer d'émettre toujours plus, que les gouvernements qui se sont engagés dans l'accord de Paris, qui ont récemment montré leurs nouveaux engagements par rapport à l'accord de Paris, ont seulement l'intention de réduire leurs émissions de 1% d'ici 2030. Donc, en gros, rien du tout, ça au mieux une stabilisation. Et qu'on attend à ce que d'ici 2025, le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère soit inégalé depuis 3,3 millions d'années. C'est-à-dire qu'on est en train de lancer la planète dans une nouvelle réalité qu'elle n'a pas connue depuis au moins 3 millions d'années. Et ceci dans les toutes prochaines années qui arrivent, donc vraiment très très bientôt. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que nous sommes lancés vers une trajectoire qui nous amènerait plutôt vers les 3 degrés. C'est-à-dire que l'accord de Paris que les gouvernements ont signé n'est pas contraignant. Donc, c'est un petit peu comme un désir, un souhait. Les gouvernements se sont engagés à souhaiter de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés ou en visant les 1,5 degrés. Mais dans la réalité, leurs engagements concrets nous amènent au-dessus de 3 degrés si on est un pessimiste par rapport à leurs engagements, si on est plus optimiste, plutôt vers les 2,7 degrés, mais en tout cas bien au-delà des 2 degrés. Donc nous sommes vraiment lancés vers une situation catastrophique. Et juste pour rappel, 3 degrés, c'est d'ici 2100, c'est la moitié des espèces de plantes et des espèces d'insectes qui sont menacées de disparition, un quart des vertébrés. Donc vraiment un choc dans nos écosystèmes et dans les systèmes naturels dont nous dépendons très très fort. Donc on est vraiment dans une crise écologique et une crise climatique aiguë et qui a l'air de s'empirer. Ça, c'est un graphique que je trouve très très important. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc on est sur une échelle de temps où si vous arrivez à voir ma souris, sur la gauche, on est dans le lointain passé des millions d'années avant l'ère présente. Et ensuite, sur la droite, on est dans l'ère présente et les projections à venir. Et ce que vous pouvez voir sur l'axe vertical, c'est la température, l'augmentation de température. Alors, le 0, c'est cette ère pré-industrielle. Et ce que vous pouvez voir, c'est que vous voyez cette espèce de zone jaune, c'est l'Holocène en fait. Et l'Holocène, c'est la période, les 12 000 dernières années depuis la dernière ère glaciaire qu'on voit ici, qui passe en dessous de 0. Et cette Holocène, c'est l'ère où notre espèce a tout développé, tout ce qui est agriculture, civilisation, ville, écriture, tout ça, on l'a fait ces 12 000 dernières années à cause de cette stabilité dans la température. C'est parce qu'on a eu ce moment de stabilité qu'on a pu faire tout ça.
Et si on regarde depuis quand existe Homo sapiens, environ 250 000 ans avant l'ère présente. Donc nous, on est apparu pendant cet échange entre les ères glaciaires et des petites époques tempérées. Donc ça, c'est quand nous sommes apparus. Notre espèce, notre genre, Homo genus, existe environ depuis 2 millions et quelques peut-être d'années, mais autour des 2 millions. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de précipiter, comme je vous l'ai dit avant, on est en train de précipiter notre planète dans une zone climatique, en fait, que notre genre Homo genus n'a jamais connue. Donc, d'ici 2025, nous serons déjà dans une atmosphère qui correspond au Pliocène, qui correspond à une époque d'avant que notre genre ait vu le jour sur Terre. Et ça, c'est si nous allons pousser le climat, donc la température, dans un retour de 3 millions d'années d'ici 2030 sur notre trajectoire actuelle, d'ici 2040, si nous arrivons à réduire les émissions massivement tout de suite. Jamais si nous les réduisons assez pour rester en dessous ou vers les 1,5 degrés. Sur notre trajectoire actuelle, nous allons reculer de 50 millions d'années dans l'échelle planétaire sur notre trajectoire actuelle. Donc, ça veut dire qu'on est dans des zones d'augmentation de température qui sont, ce sont des trajectoires cataclysmiques, pas simplement catastrophiques, mais qui sont notre trajectoire actuelle. Donc, nous sommes vraiment dans une situation très, très dangereuse. Et il n'y a aucun signe que nos dirigeants, que nos politiques, que nos puissances économiques sont en train de changer de direction. Donc, juste pour confirmer ce fait que nous sommes sortis de l'Holocène, cette bande de température stable après la dernière ère glaciaire, ici, c'est un graphique du GIEC, du rapport du GIEC, le rapport spécial sur les 1,5 degrés, et l'espèce de zone rose, c'est la zone de température de l'Holocène. Et nous sommes actuellement en 2020, là où j'ai ma souris, autour des 1,2 degrés. Donc nous sommes largement sortis de l'Holocène. Non seulement nous sommes sortis de cette zone de température, allant vers des zones de température que notre espèce et que notre genre n'ont jamais connues, mais nous sommes en train de le faire d'une telle rapidité que les écosystèmes et les espèces n'ont aucune chance de s'adapter à ce réchauffement. Nous sommes en train de le faire dans une rapidité qui est presque sans précédent dans l'échelle de notre planète. Donc là, la question, c'est qui aurait pu le savoir? Qui aurait pu savoir que nous sommes lancés dans ce cataclysme, dans ce réchauffement vers une zone très, très dangereuse que notre espèce n'a jamais connue? Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce graphique qui montre d'un côté la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est-à-dire le CO2 rejeté par nos industries et par nos activités, ils ont développé ce graphique, ça a été publié en 1982. Donc, ils avaient été presque justes par rapport à la concentration de dioxyde de carbone. Ils étaient un peu trop optimistes par rapport à la température. Ils pensaient qu'on serait en 2020, autour des 2020, vers les 1 degré, alors que nous sommes plutôt vers les 1,2 degrés qui sont mesurés actuellement. Et cette question, c'est qui c'est qui a fait ce magnifique graphique qui nous montre vraiment dans quel avenir nous allons et qui montre vraiment que d'émettre du dioxyde de carbone, ça veut dire augmenter la température. Et la réponse, c'est Exxon. C'est une des grandes compagnies pétrolières, une des plus profitables du monde, la plus grande aux États-Unis, qui s'appelle maintenant ExxonMobil. Et donc, Exxon a prédit l'avenir dans lequel nous sommes, cet avenir de cataclysme et de désastre. Eux l'ont prédit déjà il y a presque 40 ans. Par contre, ce rapport n'a pas été publié, c'est un rapport interne qu'ils ont gardé pour eux. Ils se sont bien gardés de le communiquer aux dirigeants politiques, aux instances, aux banques qui les financent et au grand public, qui sont leurs consommateurs. Donc, ils ont vraiment gardé cette réalité pour eux. Ils savaient pertinemment dans quel avenir nous lançaient, mais c'est fait depuis, je pense, la plupart d'entre vous, ça fait bien longtemps, vous avez peut-être la moitié de l'âge de ce rapport, et donc vous êtes nés dans un monde que ces compagnies ont préparé pour vous. Et ça, je pense qu'il faut y réfléchir aussi quand on pense aux solutions.
Je vais vous parler un petit peu des inégalités des causes et aussi inégalités des impacts. Donc là, de nouveau, ce sont des images récentes de septembre de l'année passée, inondations sans précédent au Soudan qui ont vraiment fait un énorme désastre et dont on entend parler très peu parce que ce sont des catastrophes qui arrivent à un autre bout du monde et puis ça nous intéresse, ça intéresse moins les médias que des catastrophes, par exemple, qui arrivent en Australie ou aux États-Unis. Et là, c'est juste pour vous montrer la responsabilité historique. C'est un graphique sur la gauche qui montre la responsabilité historique des émissions cumulatives depuis 1750, cette ère pré-industrielle, et il y a quelques années en 2016. Et vous voyez que les États-Unis et la Chine sont en rouge vif, et vous voyez l'Europe en orange, la Russie aussi. Aussi l'Australie et le Canada. Si on regarde par habitant, c'est encore plus renforcé. Par contre, les impacts, donc ça c'est juste une catégorie d'impact qui est montrée sur ce graphique, qui est le nombre de jours par année, si vous voyez l'échelle coloriée, où la combinaison entre la chaleur et l'humidité font que ce n'est juste pas possible d'être dehors sans mourir. Donc où notre corps n'est physiologiquement pas possible, le corps humain n'est physiologiquement pas possible de se refroidir en suant normalement. Donc si on est dehors pendant 1 heure dans ce genre de climat, on meurt tout de suite. Il n'y a aucun choix, aucune marge de manœuvre. Et donc là, on voit ce nombre de jours mortels qui va vraiment jusqu'aux 350 jours par année sur les zones rouges. Et on voit que ce sont les tropiques. C'est-à-dire que sur une trajectoire de plus de 3 degrés d'ici 2100, les tropiques deviennent en gros inhabitables. Ou en tout cas une grande part des tropiques. Et on compte là-dedans l'Inde, une grande partie de l'Inde, de la Chine, le Brésil, etc., l'Indonésie et les Philippines, et aussi une partie du Mexique et de l'Australie. Donc, on voit vraiment qu'on est en train de rendre des grandes parties du monde où habitent actuellement environ 40% de la population mondiale tout simplement inhabitables. Et ça, il faut le prendre très au sérieux. Donc là, on voit aussi l'injustice géographique. Là où se sont produites les émissions et là où se trouvent les pires des impacts ne sont pas du tout les mêmes endroits et les mêmes populations. Donc, mon équipe, nous avons mesuré l'inégalité entre les empreintes énergétiques et les classes de revenus de façon internationale et intranationale. Donc, nous avons regardé les empreintes énergétiques selon les pays et selon les classes de revenus à l'intérieur des pays et selon le mode de consommation. Donc, on a écrit ce super article qui a été publié dans Nature Energy, nous étions très fiers. Et ensuite, à la BBC, ils ont dit, en parlant de notre article, ils ont dit, voilà, réchauffement climatique, les riches, c'est la faute des riches. Donc, pas complètement tort, mais nous, on l'aurait écrit un petit peu autrement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la consommation directe et indirecte d'énergie finale, utilisant une méthode qui peut vous intéresser, qui s'appelle Input-Output. C'est une méthode économique. Et sur 86 pays, divisé par classe de revenus. Et ça, c'est pour vous montrer un petit peu nos résultats. Donc, ces graphiques sont des graphiques très intéressants. Ça s'appelle des courbes de Lorenz. On regarde la population orientée par richesse ou par niveau de consommation, on va dire, et la consommation énergétique. Donc, on commence avec 0% de la population qui consomme 0% de l'énergie, c'est logique, et on arrive à 100% qui consomme 100%. Et si la consommation était complètement égale de par le monde, on serait sur cette diagonale de l'égalité, où 10% consomme 10%, etc. Plus on s'écarte de la diagonale, plus la consommation est inégale. Donc, on voit que la consommation énergétique moyenne, la courbe rouge, que nous sommes déjà dans un système très inégal, mais on voit que selon le type de consommation, les courbes deviennent de plus en plus inégales. Et en fait, toutes les courbes qui sont plus inégales que la moyenne sont des courbes qui ont à voir avec le transport. Là, on voit que c'est les vacances, on appelle ça package holiday, donc c'est une catégorie de consommation autour des vacances, des loisirs avec énormément de vols dedans, donc énormément de vols en avion, donc énormément d'inégalités de consommation énergétique, mais aussi l'essence et le diesel utilisés dans les véhicules privés, ce qui est la courbe violette.
donc, on voit que le transport est très inégal. Là, c'est uniquement dans les pays en voie de développement ou émergents. Et on voit, par exemple, que le transport aérien est très, très, très inégal, avec environ 75% de la population, enfin, 10% de la population qui utilise 75% de la consommation énergétique liée à l'aviation. Donc, on voit vraiment que les transports sont très, très inégalement distribués. Et ce que ça nous a permis de faire, c'est de classifier les catégories de produits entre les produits qui sont consommés par les classes plus riches en haut sur ce graphique et consommés par les classes plus pauvres en bas, et qui ont plus ou moins d'énergie par dollar dépensé sur la gauche de ce graphique, plus d'énergie dépensée par dollar dépensé sur la droite, donc plus intensif en énergie. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce cadran de ce qui est consommé par les classes plus riches et qui a le plus de consommation énergétique par dollar dépensé, on retrouve ces catégories de transport très, très fortement. Et ça nous a beaucoup surpris. On ne s'attendait pas du tout nécessairement à voir ça, mais on le voit de façon très, très forte, de façon internationale. Par contre, dans la catégorie qui utilise beaucoup d'énergie par dollar dépensé, mais consommée par les classes les plus pauvres, on voit la chaleur et l'électricité, c'est-à-dire la consommation dans le bâtiment. Donc, on a vraiment cette dualité entre transport et ce qu'on utilise dans le logement, dans la vie quotidienne. Et ce qu'on s'est dit, c'est que si on pense à des politiques qui seraient aussi équitables, que les impôts et la réglementation sont des politiques logiques pour décarboniser, pour réduire la consommation d'énergie et d'émissions dans ces secteurs de transport, mais que pour ces catégories de bâtiments, qu'il faudrait investir dans l'efficacité et la décarbonisation parce qu'on ne peut pas demander à des ménages qui sont plus pauvres de le faire tout seuls. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut vraiment réfléchir à cette dimension d'équité de façon très, très importante. Par contre, il faut aussi se dire que dans les pays du Nord, on a un mode de consommation qu'on pourrait appeler impérial. Ça, c'est un livre, si vous arrivez à lire soit l'anglais, soit l'allemand, je ne crois pas encore que c'est traduit en français, que je vous recommande, qui réfléchit à notre façon de consommer dans les pays, on va dire, du Nord global, qui montre vraiment que nous sommes dépendants de cette inégalité géographique et que nous participons à travers la crise climatique et la crise écologique à rendre la vie encore plus difficile dans le Sud global. Donc, c'est vraiment qu'il faut repenser notre mode de consommation dans ce sens-là. Alors, maintenant, je voulais vous parler un petit peu de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires. Est-ce possible? Alors, je vais vous parler un petit peu de la théorie du donut de Kate Raworth. Donc, dans cette théorie du donut, il y a un plancher social et un plafond écologique, c'est-à-dire il y a un plancher social que tout le monde devrait atteindre et un plafond écologique qui correspond aux limites planétaires que personne ne devrait enfreindre. Et bien, entre les deux, il y a cet espace sucré et délicieux du donut ou un espace juste et sûr pour l'humanité, dans la métaphore. Et avec des collègues, nous avons testé ce donut pour voir s'il existait dans la réalité. Donc, on a comparé les pays par rapport à leur utilisation des ressources et des limites planétaires et leur atteignement des seuils sociaux. Alors là, on a les résultats pour la Suisse. La Suisse enfreint, on va dire, 6 sur 7 des limites planétaires que nous avons réussi à mesurer et atteint la plupart des seuils sociaux à part pour l'égalité. Et il y avait 4 seuils sociaux qu'on n'arrivait pas à mesurer. Donc, on n'avait pas les données pour la Suisse. Par contre, le Sri Lanka est un pays dans une situation complètement différente où seulement 3 des seuils sociaux sont acquis avec plusieurs autres qui sont assez proches, mais pas acquis selon nos critères et qui n'enfreignent aucune des limites planétaires. Et quand on regarde la distribution des pays selon ces deux dimensions, donc limites planétaires transgressées sur l'axe horizontal, et puis seuils sociaux acquis, on voit que nos mesures sont plus ou moins correctes, représentatives, c'est-à-dire qu'il y a des pays comme le Sri Lanka qui n'enfreignent aucune limite planétaire, mais en contrepartie qui ont peu de seuils sociaux acquis. Et on n'a pas montré la Suisse sur ce graphique parce qu'on ne savait pas exactement où la situer, mais elle sera plus ou moins autour de là où j'ai mis ce cercle rouge.
où il y a des pays qui ont beaucoup plus de seuils sociaux acquis. Par contre, qui enfreignent beaucoup plus de limites planétaires, il y a aussi des pays qui sont le pire des deux mondes, très peu d'acquis sociaux et transgresser plus ou moins presque toutes les limites planétaires. Par contre, où nous voudrions être, c'est un endroit où il n'y a personne. Il n'y a aucun pays actuellement qui atteint une majorité des seuils sociaux et qui n'enfreint aucune limite planétaire, et qui ne dépasse aucune limite planétaire. Et donc, la question devient, si on veut vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, comment est-ce qu'on peut arriver à où nous voudrions être depuis ces domaines où nous sommes actuellement. Je voulais juste vous dire, vous partager le nom du site godlife.leeds.ac.uk où nous avons partagé nos données. Si ça vous intéresse, vous pouvez les télécharger et puis vous les regarder à travers plusieurs visualisations. Donc, la réponse à la question « Vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible ?» Et la réponse est non, pas dans la réalité internationale actuelle. Alors, pouvons-nous imaginer et modéliser un avenir différent? Là, la question est oui. Nous arrivons à modéliser et imaginer un avenir différent. Donc, on s'est basé sur la théorie Decent Living Energy du professeur Narasimha Rao à Yale University. Et cette théorie fait le lien entre les besoins humains et les niveaux minimums de services énergétiques. Et notre modèle prend en compte les avancées technologiques, une égalité de la distribution, de nouveau cette question d'inégalité, et une décroissance de la demande énergétique. Alors, juste pour vous dire un petit peu à quoi ça correspond, une énergie suffisante pour tous et toutes. Alors, on a un service énergétique, on a modélisé plusieurs types différents de services énergétiques, nutrition, surface habitable, eau propre, communication, etc. On a donné un niveau par personne et on l'a fait dépendre de la démographie du milieu rural et urbain. Par exemple, au milieu rural, les gens avaient plus de place parce qu'on peut vivre d'habitude des logements qui sont plus grands en milieu rural. Il dépend du climat, est-ce qu'on doit plus le chauffer ou plus le refroidir. La mobilité dépendait aussi du milieu. Si on est en milieu rural ou urbain, on a plus ou moins besoin de mobilité et aussi de démographie. Donc, on a modélisé tout ça, y compris l'énergie grise qui est nécessaire pour créer les équipements, les véhicules, les infrastructures, etc. Et les résultats que nous avons trouvés, donc ça c'est notre modèle, c'est le Decent Living Energy Model, le DLE, et on a modélisé pour l'année 2050. Et ce qu'on peut voir, c'est que nous sommes bien en dessous de ce qui a été modélisé par rapport à la demande d'énergie finale. Donc, par exemple, les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, son scénario de préférence continue à croître jusqu'à presque 600 exajoules par année. Ils ont des modèles qui vont vers les 2 degrés ou plus bas que 2 degrés, qui ont une toute petite décroissance de la demande énergétique. Et puis notre modèle est bien en dessous de ça, c'est-à-dire que nous avons modélisé qu'une énergie suffisante aux besoins de tous en 2050 utiliserait 40% de notre consommation actuelle malgré la croissance démographique. Mais ça, c'est uniquement avec beaucoup d'égalité. Donc là, de nouveau, on s'est posé cette question, est-ce que c'est possible de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires? Et on a trouvé une autre réponse, oui, mais seulement grâce à une transformation complète de nos systèmes qui est axée sur la suffisance, l'équité et l'efficacité maximale. Donc, on a vraiment on voit un avenir possible beaucoup plus positif, mais qui demande une transformation énorme de nos systèmes actuels. Donc, la question ensuite, c'est si c'est possible, quels sont les obstacles à surmonter? C'est aussi quelque chose que nous avons étudié. Et la réponse, en fait, se trouve non dans la technologie, mais dans nos systèmes économiques et politiques, surtout les systèmes qui sont basés sur la croissance et le profit à tout prix. Donc, nous sommes pris dans une espèce d'engrenage d'économie politique qui ne nous permet pas de réaliser cet autre avenir. Nous avons fait une étude, par exemple, sur la dépendance automobile. Donc, quels sont les phénomènes qui prennent nos sociétés au piège de la dépendance automobile. Et on a regardé 5 éléments différents. L'industrie automobile, les routes et les parkings, la planification urbaine, l'abandon délibéré des transports publics et la culture de la voiture. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a vraiment démontré qu'il y avait une interdépendance de ces 5 éléments qui s'est créée
pendant l'histoire et qui maintenant a une mainmise très très forte sur nos gouvernements, nos budgets, la façon dont nous faisons fonctionner nos quartiers, nos investissements, etc., qui fait que cet engrenage, en fait, on a même réussi à le montrer schématiquement dans ce tableau, qu'on n'arriverait certainement pas à lire, mais qui est dans le papier que vous pouvez regarder dans l'article, et qui montre, par exemple, que l'industrie automobile, si on regarde juste, par exemple, les liens entre l'industrie automobile et les infrastructures routières ou les infrastructures pour les voitures, qu'on voit qu'il y a vraiment des liens très forts entre les deux, que l'industrie automobile, par exemple, aide l'infrastructure routière à faire des lobbies pour l'infrastructure routière, demander plus de fonds, et qu'en même temps que l'infrastructure des routes permet à l'industrie automobile de s'accroître, de prendre toujours plus d'espace public et d'augmenter la valeur et la nécessité d'avoir une voiture. Donc, en fait, on a fait une anatomie du verrouillement carbone. Et ça veut dire que pour casser ce verrouillement, il faut s'adresser à tous ces engrenages, et vraiment démontrer comment ce système se produit. Il faut aussi s'affronter aux inégalités internationales. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été mis en avant par le Emissions Gap Report de l'ONU de l'année passée, où on voit vraiment que le 1% de la population, par exemple, est responsable pour 15% des émissions, que le 10% de la population est responsable pour 48% des émissions globalement, et par exemple que le 50% de la population qui est la plus pauvre est seulement responsable pour 7% des émissions. Donc il faut vraiment s'affronter à ce système inégal pour faire face au réchauffement climatique. Et quelque chose que nous venons de publier hier, donc c'est Yannick Oswald, c'est mon doctorant, qui a publié ce papier hier dans The Conversation, qui est en fait ce point que un monde plus égal est plus facile à décarboniser. Si on regarde la consommation énergétique d'un consommateur plus bas et d'un consommateur plus haut, plus riche, on voit que le consommateur plus bas, c'est surtout cette chaleur et l'électricité dans le bâtiment, la partie orange, et puis la partie transport qui est difficile à décarboniser, c'est la partie rose, est beaucoup plus petite, alors que les personnes plus riches, ce secteur plus riche qui est responsable de 50% des émissions globalement, a beaucoup plus d'émissions dans le secteur du transport qui est difficile à décarboniser. Donc, toute chose étant égale, un monde plus égal sera plus facile à décarboniser parce que le secteur du bâtiment et de l'utilisation dans le bâtiment est plus facile à décarboniser. J'arrive maintenant aux pistes d'action. Je pense qu'il faut des idées pour des alternatives économiques. Moi, je fais partie du monde de la décroissance, donc je vous recommande d'explorer ces idées. Le livre de Vincent Légier, je crois, est aussi en français. Et Vincent Légier a aussi publié beaucoup d'interviews et fait des documents en français si c'est la barrière de la langue. Ça vient de sortir hier ou tout récemment. C'est un nouveau livre de Naomi Klein, comment il faut tout changer. Donc c'est un livre à destination des jeunes activistes, donc je vous le recommande aussi. Je pense qu'il faut vraiment penser à une mission différente pour l'université, pour les étudiants, pour les chercheurs. En gros, en résumé, nos efforts sont-ils au service d'une majorité de concitoyens globaux pour leur permettre de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, ou est-ce que nos activités servent à autre chose? Je pense qu'on a des pistes pour demander des politiques intégrées qui nous permettent de sortir du Covid en allant vers un avenir beaucoup plus positif. Donc là, on a mis en avant 10 principes pour Build Back Better, pour sortir du Covid d'une façon équitable et puis en ayant beaucoup moins d'émissions. Autant dire que personne n'est en train de le suivre actuellement, mais de façon assez partielle, certaines villes, certains pays en suivent quelques-unes, donc nous sommes basés sur leur politique. Pour moi, je suis clairement passée de l'analyse à la rébellion, c'est-à-dire que je suis tout à fait mes collègues Charlie Gardner et Claire Wordley qui ont publié ce magnifique papier dans Nature Ecology Evolution qui dit que les scientifiques qui ont averti le monde des crises climatiques ont l'obligation, un devoir moral de rejoindre les mouvements populaires qui exigent l'action politique. Donc, je fais aussi partie de ces scientifiques qui encouragent et qui
participent dans la désobéissance civile non violente. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rôle pour ce genre d'action. Par exemple, je fais partie d'Extinction Rébellion au Royaume-Uni, qui ont ces 3 demandes de dire la vérité, d'agir maintenant et d'aller au-delà de la politique. Et en particulier, je voulais juste mentionner que cet agenda des assemblées citoyennes autour du climat, j'en ai fait partie dans la ville de Leeds où j'habitais avant. D'ailleurs, ça, c'est moi, je crois, dans cette photo. Donc, j'ai fait partie comme témoin expert dans une assemblée citoyenne. L'assemblée citoyenne, c'était magnifique, c'était vraiment une expérience très, très positive. Ses recommandations étaient très, très ambitieuses et puis allaient exactement dans les bonnes directions, beaucoup plus ambitieuses que les ambitions des politiques de la ville. Et avec un focus sur le transport, ils ont demandé à ce que l'aéroport, qu'on arrête de vouloir étendre l'aéroport. Par contre, les politiques ont ensuite contré ces décisions, c'est-à-dire que les recommandations de l'Assemblée citoyenne n'ont pas été suivies, et c'est ce qu'on voit dans pays après pays. L'Assemblée citoyenne recommande quelque chose, et les gouvernements, les politiques décident qu'ils savent beaucoup mieux et qu'ils vont faire tout le contraire. Donc, je pense qu'il faut aussi que nos mouvements sociaux aient une autre posture. Et je prends beaucoup comme exemple le Sunrise Movement aux USA, qui a une posture beaucoup plus confrontative et beaucoup plus de remplacer le gouvernement, de remplacer les politiques actuelles. Et là, on voit les jeunes activistes du Sunrise Movement avec Alexandria Ocasio-Cortez, qui était la parlementaire qu'ils venaient d'aider à élire. Et puis, enfin, d'avoir vraiment une posture de confrontation très, très forte, que je pense qu'il faudrait vraiment encourager. Et je pense que je vais juste le laisser là, je ne vais pas vous parler de ça beaucoup plus. Enfin, j'ai essayé de résumer ces différents points dans un petit slide de 10 faits, mais je pense qu'il faut vraiment aller vers cette direction d'engagement, d'action citoyenne, d'action militante pour pouvoir transformer nos économies et nos sociétés pour éviter un désastre complet. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé parler. Voilà. Je vais arrêter de partager l'écran. Merci beaucoup. Merci pour cette conférence. Je fais des applaudissements virtuels aujourd'hui. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses pendant cette conférence et je pense que les autres personnes qui l'ont suivi aussi. On va passer maintenant à une phase de questions, si ça vous va. Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui ont des questions. Je pense que si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire spontanément ou vous pouvez aussi lever la main sur Zoom. Il faut juste cliquer sur réaction et puis après vous pouvez lever la main et je vous vois. Comme je pense que là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question maintenant, spontanée. Alors, j'aurais une petite question. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Enfin, c'était plutôt une information qui m'avait quand même assez choqué quand vous avez parlé des pays autour des tropiques, Brésil, cet auteur-là, qui d'ici 2100, ce sera quasiment invivable de vivre à l'extérieur parce qu'il fera beaucoup trop chaud. Sachant tout ça, est-ce que ces pays ils sont en mesure d'appliquer quelque chose pour se préparer à cette crise, même si c'est pas, comme vous avez dit, c'est souvent les pays du Nord qui polluent plus, mais c'est ceux du centre qui vont subir. Oui, merci de cette question. C'est quelque chose qui me choque un petit peu, parce que ces nouvelles, c'est pas une nouvelle information. Il y a un nouvel article qui est sorti de nouveau hier ou avant-hier qui montrait, je vais vous partager le lien si j'arrive à le trouver après, qui de nouveau réitère, et puis ça va être beaucoup plus tôt que 2100. Il faut savoir que si on ne reste pas à l'intérieur des 1,5 degrés, si on va au-delà des 1,5 degrés, c'est d'ici 2040 environ que ça va commencer à avoir, pas aller jusqu'aux 300 jours par année, mais 10 jours par année où c'est invivable dehors, où les gens meurent dehors. S'ils ont un logement insuffisant, ils sont en danger de mort. Quand on sait que les gens qui sont vulnérables, qui sont malades, qui sont vieux, les femmes enceintes, les bébés, ne peuvent pas supporter ce qu'un adulte peut supporter non plus.
Donc, on va avoir une mortalité des populations pauvres et vulnérables beaucoup plus haute d'ici 2040. C'est très, très bientôt. Et donc, ce qu'il faudrait pour protéger les gens, il faudrait des espèces d'énormes centres à air conditionné. Si vous réfléchissez à comment ça se passe en temps de pandémie, les gens, c'est comme ce qu'on a vu aussi les intempéries à Houston, qui est aussi c'est la contrepartie, le réchauffement climatique. C'est en moyenne, on va plus chaud, mais il y a aussi des fois, il y a des moments où on va beaucoup plus froid. Donc le Texas, qui a maintenant des périodes beaucoup plus froides, où les gens devaient choisir soit rester chez eux et mourir gelés, ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes, soit aller dans des centres chauffés, mais attraper le Covid. Donc, mais ce qu'il faudrait créer, c'est des centres qui sont air conditionnés, où les gens pourraient se réunir pour survivre à ces vagues de chaleur. Donc, il faudrait une infrastructure de santé publique disponible à tout le monde pour avoir droit au froid ou droit aux frais survivables. Et c'est pas du tout quelque chose qui existe maintenant partout. On l'a vu dans les vagues de chaleur aux États-Unis, en Australie, où les gens se précipitent dans les centres commerciaux. Les centres commerciaux sont des grands espaces avec de l'air conditionné. Donc ça, c'est quelque chose, mais c'est très ad hoc. Et puis ça n'existe pas dans tous les quartiers. Et puis c'est pas tout le monde. On ne va pas chercher en camionnette toutes les personnes, en bus, toutes les personnes pour les déplacer vers ces centres. Donc voilà, on réfléchit à ça, mais si on va trop loin dans cette direction, c'est clair que personne ne peut rester là. On ne peut pas rester dans un endroit où c'est impossible de vivre. Donc, c'est aussi quelque chose où il faut se préparer à des énormes flux migratoires qu'il faut accueillir positivement. Enfin, c'est aussi quelque chose quand on regarde la forteresse d'Europe qui ferme ses frontières et qui laisse les personnes dans des états vraiment misérables aux frontières, ou les refoule en Libye, etc. On est vraiment exactement dans la mauvaise direction. Et je ne sais pas pourquoi ces pays-là ne sont pas en train... On a beaucoup entendu parler des petites îles, des îles Pacifiques qui vont être submergées par le réchauffement climatique. On en a beaucoup entendu parler dans les négociations. Le Premier ministre des îles Maurice qui a fait les négociations sous l'eau, il a des choses médiatiques pour attirer l'attention sur le fait que leurs îles vont disparaître à cause de la montée des mers. Mais je pense qu'on ne parle pas assez de ce qui va se passer très bientôt en Inde, au Brésil, en Indonésie, en Philippines, etc. Je ne sais pas pourquoi. En prenant l'exemple, comme vous avez dit, si on devrait construire d'énormes centres pour protéger les gens, c'est clair que c'est des coûts financiers énormes. Enfin, je vous ai dit déjà la réponse, mais est-ce que c'est que les pays concernés qui devront autofinancer pour protéger leur population, ou bien est-ce que les autres pays qui participent à la pollution, ils participent aussi d'une certaine façon? On parle beaucoup de finances climatiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est un grand sujet dans les négociations internationales diplomatiques. Mais la finance climatique, c'est beaucoup autour des projets. D'habitude, c'est des projets d'énergie renouvelable, etc., que d'adaptation. Mais c'est clair qu'il y a une demande des pays concernés par les impacts, une demande de financement pour l'adaptation, mais ils ne sont pas en position très forte pour le demander. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est quand on regarde le système international financier, la finance climatique, c'est un tout petit pourcentage. Et puis la vraie finance, la finance réelle, d'abord, elle se passe complètement dans l'autre sens parce qu'on a par exemple, ça c'est quelque chose, ça donne vraiment du désespoir. Le pays qui finance ou qui a la plus grande dette à repayer, qui a les plus grandes sommes à repayer, c'est-à-dire venant d'un pays pauvre vers les pays riches, parce que la dette, elle est tenue par les pays riches, c'est le Bangladesh qui est porté à disparaître, un des pays les plus pauvres, les plus peuplés et les plus touchés par les impacts du réchauffement climatique. Donc la finance, la vraie finance, elle va exactement dans l'autre sens. On a des flux énormes qui vont des pays les plus touchés vers les pays du Nord. Et ça, c'est un scandale. Donc quand on parle de finance climatique, il faut tout de suite arrêter la conversation et dire il faut annuler ces dettes. Parce que les vrais flux monétaires, ils vont exactement dans le sens inverse. Donc et puis ça, c'est un scandale de nouveau quand on parle trop peu. J'ai regardé le nombre d'articles scientifiques qui parlent de finance climatique est énorme. Sur ceux-là,
le nombre qui parlaient d'arrêter la dette internationale dans ce contexte, il y en avait 2. Donc, on perd la boussole par rapport à l'étendue réelle de ce qui se passe dans la vraie réalité autour de nous. Merci beaucoup. Est-ce que Agalia ou Célina, tu veux poser ta question? Oui, alors je pense je vais poser ma question en anglais. So my question would be, what do you think is like the main reason why the politicians won't act? Because they are aware of the situation and they have read your report, and I just really don't understand why they won't act upon it. Okay, so I think that's really interesting. So I think there's a lot of things. It's a question that I also wonder about. Some politicians do act. So I would say that the ones that get it, that really understand what's going on, they act. So when I was at at Extinction Rebellion demonstrations, we had people from Parliament. Je te réponds en français ou en anglais? Ça c'est égal. Je comprends les deux. Ouais. Je vais répondre en français parce qu'au cas où il y a des personnes qui ont plus de difficultés. C'est-à-dire que quand j'étais à des manifestations d'Extinction Rebellion, il y avait aussi des parlementaires avec nous qui étaient là parce qu'ils se rendaient bien compte qu'on faisait beaucoup trop peu et qu'il fallait changer de registre. La raison, mais de dire que tous les politiciens comprennent ce qui se passe, c'est faux. C'est-à-dire que dans un premier point, le climat n'est pas assez communiqué. La problématique du climat n'est pas assez communiquée. Les gens pensent que c'est l'environnement, ils pensent que c'est pour faire joli, ils pensent que 2 degrés, c'est pas beaucoup. Donc, il y a vraiment un déphasage entre la compréhension réelle du problème et le monde politique. Je dirais que la plupart des politiques ne sont toujours pas conscients de l'ampleur du problème. Et la question, c'est pourquoi ? Ça, c'est plus intéressant. Et je pense que ça a à voir avec la désinformation. Il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup de déni scientifique. Le climato-sceptisme est quelque chose qui se décline dans tous les pays du monde et qui est financé et soutenu par les industries pétrolières et les industries qui sont avec les industries pétrolières. Donc, il y a beaucoup de désinformation envers les politiques, il y a beaucoup de lobbies envers les politiques. C'est-à-dire que les industries pétrolières, les industries automobiles, les industries de l'aviation, elles n'ont pas besoin d'écrire des rapports pour aller parler aux politiques. Elles n'ont qu'à dire « est-ce qu'on fait un lunch ?» Elles sont tout le temps en train de leur parler. Donc, il y a une espèce de copinage qui fait que les gens n'ont pas envie de croire. Et tous les 3 jours, ces industries sont très, très fortes pour faire passer dans les médias, tous les 2 ou 3 jours, ah oui, l'aviation va pouvoir décarboniser, on va faire des avions électriques, on va faire des choses avec le biodiesel, on se donne une illusion de penser qu'il y aura une avancée technologique magique. C'est-à-dire que les politiques se donnent des rêves. Ils ne sont pas axés sur la réalité, ils sont plutôt axés sur la propagande. Et ça, c'est un très, très grand problème. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à casser ce niveau de vouloir une fausse réalité, de vouloir se cacher la réelle ampleur du problème. Et je pense qu'on a il y a aussi un engrenage politique, un engrenage de propagande, il y a aussi un engrenage économique, c'est-à-dire que le pouvoir économique se situe actuellement avec des industries qui sont des industries polluantes, avec un système économique dont il est difficile de se sortir. Et puis, il y a des espèces de rêves de croissance verte. Mais la croissance verte, ça fait au moins depuis que je suis vivante qu'on en parle et elle ne se produit toujours pas. Donc, moi, quand j'ai commencé comme chercheuse, j'ai cherché à trouver cette croissance verte. Et puis, moi, je suis physicienne, je regarde les données, et puis voilà. Et puis, quand je me suis convaincue que ce n'était pas dans la réalité, j'ai cherché autre chose. Mais je pense qu'il y a vraiment un espèce de désir de croire qu'on va réussir à faire face à ce problème avec des technologies miraculeuses qui n'existent pas encore, avec une nouvelle économie miraculeuse qui
permet toujours la croissance, mais qui ferait autre chose. Donc, on se donne des espèces d'illusions. Le monde politique se donne des illusions qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est un énorme problème. Et le pire, c'est que ça revient aux jeunes, les grévistes du climat et les Greta Thunberg et le Sunrise Movement, etc. Ça revient aux jeunes de dire qu'il faut arrêter de croire à des illusions et puis de faire face à la réalité. On est vraiment dans une situation assez effrayante. Moi, je le vois comme une espèce de corruption idéologique, en fait, aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question au rapport du divestment. Alors, j'ai écouté à parler des gens qui disent, ouais, on doit parler la même langue que tous les policiers connus, et ça, c'est l'argent. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Je pense que c'est très important, parce que ça rejoint aussi la question de Mario, qui était de dire nous sommes dans un système où non seulement nous ne sommes pas en train de faire ce qu'il faut, nous ne sommes pas en train de faire le bon, nous sommes toujours en train de faire le mauvais. C'est-à-dire qu'on n'a même pas arrêté d'empirer la situation. Et une des façons dont on n'a pas arrêté d'empirer la situation, c'est que nous sommes toujours dans un système économique où nos gouvernements donnent des subsides aux énergies fossiles. Chaque pays du monde donne notre argent qui vient de nos impôts est donné à ces compagnies. Donc, on n'a même pas arrêté de leur donner notre argent public. On n'a pas arrêté de leur donner notre argent privé. C'est-à-dire que les banques privées investissent toujours, nos caisses de pension investissent toujours dans ces énergies fossiles. Donc, il faut absolument fermer ce pipeline de l'argent. Sans cet argent, sans cet investissement, cette industrie n'est plus viable. Et elle n'est plus viable de deux façons. C'est-à-dire que si on arrête d'investir dans ces industries fossiles, nous sommes en train de dire deux choses. Une, c'est que vous n'êtes plus viable économiquement, vous êtes des industries à risque, et une fois qu'un type d'investissement arrête, les autres investisseurs ont peur, même s'ils n'ont pas bonne conscience, ils ont peur du risque. Donc, ça donne un engrenage qui dit qu'il faut sortir de ce secteur. Donc, donc, on retire de plus en plus d'argent du système économique mondial envers ce secteur. La deuxième chose, c'est d'arrêter de leur donner une licence sociale. C'est-à-dire qu'il faut enlever la licence sociale. Chaque compagnie qui existe, qui opère dans nos économies, a une licence sociale d'opérer. Elle ne peut opérer qu'avec le consentement de la population autour d'elle. Et les compagnies fossiles ont des stratégies magnifiques pour se donner des bonnes licences sociales. C'est-à-dire qu'ils financent la culture, les arts, les écoles, les matériaux d'éducation. Shell fait l'éducation énergétique, l'éducation durable en Hollande, donc dans les Pays-Bas. Donc, on est dans une situation où ces compagnies se donnent un bon visage. Quand on parle de divestissement, on leur enlève ce bon visage. On leur dit, vous n'avez plus notre consentement. Nous ne sommes plus d'accord de vous financer, nous ne sommes plus d'accord de participer à vos activités, vous devez sortir de nos économies. Et ça, c'est un message public très important, c'est-à-dire même si ça ne leur fait pas très très mal, même si ce n'est pas une grande somme financièrement pour eux, alors que ça commence à l'être, le mouvement de divestissement commence à être très très fort, ça leur fait quand même du mal au niveau de leur acceptation sociale, ce qui est une dimension très importante. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question là-dessus. Mario, tu veux juste pour rebondir sur ce point. Quelle est la raison principale pour laquelle on n'arrête pas ces financements vers ces industries fossiles? C'est parce qu'on n'a pas vraiment d'autres alternatives ou bien est-ce que… Non, les autres alternatives sont même plus bon marché actuellement. Donc, les énergies renouvelables sont devenues tellement bon marché. C'est même un problème pour les investisseurs dans les énergies renouvelables. C'est un comble. C'est-à-dire que si on investit dans une fabrique d'énergie solaire ou d'énergie éolienne, il y a des chances que les prix aient baissé parce que ça devient tellement moins cher qu'ensuite notre fabrique, elle ne vaut plus assez pour
se faire rembourser les frais capitaux. Donc, on est dans une situation un petit peu rocambolesque là autour, mais les prix par kilowattheure de ces énergies renouvelables sont tout à fait compétitifs actuellement. Et puis, ensuite, il y a la question, est-ce qu'on passe aux énergies renouvelables pour les véhicules électriques, etc. Mais donc, c'est pas qu'il n'existe pas d'alternatives, surtout depuis les 10 dernières années, les alternatives sont tout à fait viables. Pour moi, c'est vraiment une question de corruption, c'est-à-dire que ces industries se sont mises à l'intérieur de nos gouvernements. Et ça, on l'a vu très, très clairement quand on a étudié l'évolution du financement des autoroutes. Alors, au Royaume-Uni, par exemple, au début de quand on a lancé les autoroutes, le secteur routier était externe au gouvernement. Et ils ont été faire des fausses manifs dans les villages avec des gens qui étaient des acteurs qui agitaient des panneaux. Nous voulons l'autoroute, nous voulons l'autoroute. Il faut imaginer. Et puis, ensuite, ils ont eu ces financements et ensuite, ils ont réussi. C'est devenu tellement normalisé de financer ces routes qu'ils ont réussi en fait à se mettre à l'intérieur du gouvernement. Donc maintenant, on a des ministères de transport dont le job, c'est de dépenser des impôts sur des routes. Mais en fait, c'est des subsides à l'industrie automobile. On ne le perçoit pas comme ça, mais c'est l'argent qu'on verse dans les routes, c'est de l'argent qu'on enlève à tout ce qui est transport public, infrastructure pour les vélos, toutes les autres choses. Donc, on est vraiment dans un système où la façon de faire de nos gouvernements est imbriquée très fortement avec ces énergies fossiles, avec ces acteurs industriels, et ils ont du mal à s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'il faut des mouvements sociaux pour les forcer à s'en sortir. Donc, le divestissement, c'en est un, arrêter les subsides, c'en est un autre, etc. Est-ce qu'il y a déjà des gouvernements qui sont déjà bien avancés dans cette démarche plus logique? Je pense qu'il faut regarder plus ou moins. Je crois que le Costa Rica, ils sont assez forts. Le Costa Rica, d'habitude, c'est les plus avancés pour pas mal de ces différentes politiques. Mais c'est un effort. Par exemple, le Sunrise Movement, ils ont demandé aux États-Unis d'arrêter d'élire des politiciens qui prennent de l'argent des industries fossiles. Donc, mais c'est des mouvements qu'il faut faire partout dans le monde, en fait. J'aurais encore une question à part. À un moment donné, vous avez dit qu'il y a vraiment un manque d'informations autour de cette thématique aussi, et puis qu'il faut plus sensibiliser. Est-ce que vous trouvez, enfin, en Suisse, est-ce qu'on sensibilise suffisamment les jeunes dans les écoles, enfin, ou pas suffisamment? Non, en Suisse, il y a un manque énorme d'un curriculum par rapport au climat. Et puis moi, j'ai été dans des lycées, des cycles d'orientation il y a 2 ans. C'était le début de la grève du climat. On m'a demandé, puis j'étais à Genève, on m'a demandé de passer dans les collèges et les lycées. Et puis tous les étudiants me disaient qu'ils n'avaient pas cette éducation. Donc en fait, c'était eux qui faisaient venir des intervenants pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais que ce n'était pas quelque chose qui existait dans le curriculum. Ce n'est pas quelque chose où les profs sont formés. Et puis, donc non, les profs, ils étaient intéressés aussi, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans le curriculum actuellement, pas du tout de façon suffisante. Donc, il y a un manque d'éducation à ce niveau-là, mais il y a un manque d'éducation, je dirais, dans toute la population. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la science climatique, ce n'est pas que la science atmosphérique. C'est pas ça le mystère. Le mystère, c'est le challenge, c'est comment est-ce que le problème climatique est un problème social, économique et politique, de comment est-ce qu'on va subvenir à nos besoins sans endommager la planète. Donc ça, c'est aussi, c'est pas la chimie du CO2 dans l'atmosphère qui est intéressante au niveau de l'éducation. C'est pas un problème scientifique dans ces termes-là. La science, elle est importante à comprendre, mais c'est au niveau de l'éducation, de ce qu'il faut comprendre l'ensemble de la problématique, il y a des éléments bien différents à comprendre. Et trop souvent, quand c'est abordé dans l'éducation, c'est abordé sous ce point de vue sciences de la Terre, sciences de l'atmosphère. D'accord, très bien. Ouais, ça me surprend quand même qu'on se rende compte qu'il y a vraiment ce manque d'information, ce manque de sensibilisation, mais qu'il n'y a pas, donc, apparemment, donc, il y a pas vraiment de changement, pas vraiment d'effort
des gouvernements, des communes, des communes, j'ai envie de dire, pour plus mettre l'accent sur ce genre d'informations qui à long terme, si tout le monde est conscient de ça, les futures générations, ils vont agir de façon différente, logiquement. Donc ça, c'est un problème. On n'a pas vraiment le temps pour les futures générations. Ça se joue maintenant. Ouais. D'ici 10 ans, ce sera, je vais dire, il leur restera toujours temps d'agir dans le sens d'empêcher que ça s'empire encore. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire une nouvelle éducation. C'est-à-dire qu'il faut éduquer tout le monde maintenant. Donc c'est aussi, et puis là, je pense que les scientifiques, on a loupé plusieurs coches. C'est à nous de le faire. Donc c'est aussi pour ça que moi, je fais toujours ce genre de choses. J'essaie de dire oui tant que je peux, parce que même une dizaine de personnes de plus, c'est toujours ça. Ouais, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, mais après, je vais donner la parole à Galia. Et n'hésitez pas à lever vos mains si jamais. Hi. Je veux demander la question en anglais si vous êtes. Go ahead. Thank you. So you've talked about how the topic of equality could change things. I've just wondered how that could Be tackled. be tackled in a global topic, like how the nations could help each other with that topic, because some nations are better and some nations don't. Like the USA is not as good as like Switzerland, I think. Yeah. I guess do you want to say a bit more about how you think that help could happen, or what ways you're thinking of it? Because I might be thinking in a different direction. I don't know. I just thought about like the communication between the nations are not really good, I think, because I can't imagine why it's the case that there are so big differences between the nations in the world. So no, I don't have any specific ideas in my mind. So I think one of the things that's really interesting to understand, je réponds de nouveau en français. Oui, d'accord. Ouais, si vous arrivez à comprendre. Oui. Quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment vécu depuis 20 ans un changement dans la façon dont l'inégalité se traduit de façon internationale. Donc, il y a encore 20 ans, le PIB, GDP per capita des pays, c'était comme un chameau. Il y avait deux bosses en gros. Il y avait les pays riches et puis les pays pauvres. Et puis, il y a vraiment une espèce de vallée entre les deux. Donc, il y avait vraiment deux groupes de pays. Et puis, ce qu'on voit, c'est que ça s'est rejoint. C'est-à-dire que les pays pauvres, ils ont réussi à croître assez pour maintenant ce soit en gros une bosse. Et ça, c'est depuis 20 ans environ. Donc ça, c'est un grand changement et je crois que les gens, ils n'ont pas encore complètement saisi qu'on est maintenant dans une situation de distribution beaucoup plus uniforme. Par contre, il y a encore des pays pauvres et des pays riches, hein, pas de doute, mais qu'il y a beaucoup de pays qui sont au milieu. La plupart des pays sont au milieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'inégalité, elle est dedans les pays. À l'intérieur de chaque pays, va y avoir des classes de surconsommateurs qui sont super riches, qui sont les capitalistes du système, c'est-à-dire qui, dans le sens de c'est eux qui contrôlent la façon dont la production et la consommation se font, c'est-à-dire qu'ils sont les dirigeants aussi, les classes les plus riches sont aussi les classes au pouvoir, et que ces classes existent dans chaque pays du monde dans une proportion plus ou moins grande. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que maintenant, chaque pays a cette situation de pauvreté, de consommation moyenne et de surconsommation. Donc, à l'intérieur de chaque pays. Donc ça, je pense que ça peut permettre aux pays d'apprendre les uns des autres parce que personne, en fait, on est beaucoup plus similaires qu'on pense être différents. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre cette communication de se passer. Quelque chose d'autre qui, je pense, est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu ces débats jusqu'à très récemment. La question de l'inégalité n'a pas été confrontée par le GIEC ou par l'UNEP, l'ONU, United Nations Environmental Programme. Ils n'ont pas été... c'est seulement l'année passée qu'ils ont eu un chapitre autour de l'inégalité. Donc, c'est des thématiques qui commencent à remonter à la surface. Et
ce qui est vraiment ahurissant parce qu'on est déjà en 2020, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'est que quand on pense à cette inégalité à l'intérieur des pays, on n'a pas voulu en parler parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est que si le problème stéréotypique, c'est que si on veut combler la pauvreté, c'est-à-dire si on veut empêcher, ressortir les gens de la pauvreté, il faut du développement économique. Et le développement économique, ça prend des ressources et des matières. Et sortir les gens de la pauvreté, ça prend aussi des ressources, la matière, de l'énergie, des émissions. Donc, et puis on disait, ah là là, s'il faut sortir tous ces Africains de la misère, on va être encore plus dans l'horreur avec le réchauffement climatique. C'est un petit peu l'idée qu'avaient les gens. Et puis, ce que pensaient aussi les gens, c'est que, ah, mais les riches, ce n'est pas un problème, parce que les riches, ils ont des désirs raffinés. Ils aiment l'art, ils aiment l'opéra. Ils peuvent dépenser des millions sur des peintures, ce qui ne coûte pas beaucoup en CO2. Et du coup, les riches, ce n'est pas un problème non plus. Le problème, c'est les pauvres, si on veut les sortir. C'était un petit peu la pensée stéréotypique. Quand les gens ils pensaient développement durable, ils avaient cette espèce de conflit dans leur tête. Les riches, on peut les décarboniser, mais les pauvres, oulala. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Avec les études qu'on vient de faire, en montrant que justement, si on veut sortir les gens de la pauvreté matérielle, il faut penser au logement, il faut penser à l'environnement immédiat. Et ça, c'est facile à décarboniser. On sait comment le faire avec les technologies actuelles. On peut le faire on peut modéliser ça. Tout le monde a un logement à 20 degrés par an. Donc, ça, c'est... Par contre, les riches, c'est l'horreur. Ils sont tous en jet, ils sont tous en yacht. On voit le 1% de la population mondiale qui a, je ne sais plus exactement, mais autour des 20% de la consommation énergétique ou des émissions. Ça, c'est la réalité. Donc ça, les riches sont probablement un problème plus grand que les pauvres. Donc ça, le fait qu'il faut affronter cette inégalité de façon différente et que d'aller vers l'égalité, c'est quelque chose, c'est-à-dire on consomme moins, mais c'est beaucoup mieux réparti. Ça, c'est quelque chose à laquelle les gens n'avaient pas assez réfléchi jusqu'à présent, je dirais. Donc peut-être que ça aide de considérer ça de cet angle-là. Parce que je pense que les gens, ils étaient vraiment bloqués. Ah, pas tout le monde peut avoir le niveau de vie des Américains. C'est ce qu'on disait tout le temps dans ces histoires de développement durable. Donc, ce qui est vrai, mais en même temps, ce n'est pas ce qu'il faut. Merci beaucoup. J'ai encore quelques questions. Et si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à interrompre aussi ou à lever la main, ou je n'ai pas. J'aimerais bien savoir comment vous, en tant qu'économiste, vous vous positionnez par rapport à la décroissance, qui est un paradigme qui arrive gentiment. Est-ce que cette idée, elle rencontre assez d'écho? Enfin, moi, je l'entends que dans les milieux écologiques et militants. Jamais entendu décroissance dans un cours d'économie. Donc, est-ce que vous pensez que ça doit être plus médiatisé? Alors, moi, oui, mais il se passe des choses assez folles. C'est-à-dire que, donc moi, je me situe comme étant du côté de la décroissance. Donc, c'est pour ça que je vous ai, entre autres, proposé ces livres qui viennent de sortir très récemment pour réfléchir là-dessus. Je suis persuadée que les idées ont le pouvoir de changer le monde. Et je pense qu'on commence à parler plus de décroissance parce qu'on commence à nous attaquer beaucoup plus. Donc là, je crois que Branko Milanovic, qui est un économiste autour de l'inégalité, justement, mais très mainstream, il écrit un blog contre nous par semaine. Donc, ça veut dire qu'il est quand même un petit peu interloqué par ce qu'on avance. Et il y a aussi ça qui a été, j'ai trouvé ça fou. Ça, je vous partage un lien qui a été publié à CNBC. C'est une chaîne américaine de télévision, tout ce qu'il y a de plus mainstream. Et ils ont quand même publié cet article. Donc, je pense que cette idée commence à arriver. Je pense que peut-être que l'économie mainstream est le dernier endroit où on en parlera. On en parlera partout autour, mais l'économie mainstream, elle est très, très, très difficile à faire bouger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. On sait que les axiomes de l'économie mainstream néoclassique sont faux,
que leurs théorèmes sont faux. Ça, on le sait. Mais ça ne change jamais parce que c'est vraiment une économie, c'est une science au service du pouvoir, on va dire. Donc, ils ne peuvent pas réviser ce qu'ils font parce que ce qu'ils font, en fait, ils servent une fonction qui est de conforter le système économique actuel plutôt que de faire de la recherche où on est intéressé par la réalité, en fait. Donc, je n'attendrai pas que change. Par contre, le reste du monde semble être assez intéressé. On verra. D'accord, merci. Et peut-être une question aussi liée à ça. On a parlé des moyens d'action avant, et puis je crois que quand on est militant, on est toujours confronté à cette question de comment sortir de sa bulle, en fait, de son cercle d'amis ou de connaissances. Vous avez mentionné Extinction Rebellion, donc par exemple ça, qui est un mouvement qui fait parler de lui. Mais vous avez aussi dit qu'il y avait des blocages politiques. Est-ce que pour vous, ça vaut encore la peine de s'engager en politique, ou bien la solution viendra de l'extérieur, ou est-ce que c'est conjoint? Non, ça vaut absolument la peine de faire les deux. Mais je pense que, par exemple, moi, je fais partie, je me considère comme soutenant Extinction Rebellion en faisant partie. Il y a aussi des choses qui me rendent complètement folle dans ce mouvement. Entre autres, leur slogan de Beyond Politics, que je trouve contre-productif et nul. Les assemblées citoyennes, je trouve ça magnifique, c'est génial. Ça apporte énormément, c'est incroyable d'en faire partie. Ça, c'est incroyable. Mais ça, c'est de la démocratie. Et ça fait partie des mécanismes de la démocratie directe. Mais je pense qu'il faut absolument s'engager dans la politique. La posture que je trouve très positive, c'est celle de Sunrise Movement, où ils ont vraiment réfléchi à leur stratégie. Ils ont une stratégie qui s'appelle No Permanent Friends, No Permanent Enemies. C'est-à-dire que tant qu'une personne politique ou qu'un parti politique suit leur programme, ils les soutiennent, ils vont tout faire pour eux. Dès qu'ils dévient, c'est fini. Il n'y a aucune loyauté. Donc, ils sont vraiment en train de jouer un jeu très, très dur avec les politiques. C'est-à-dire, si on fait un joli speech un jour, ils vont soutenir cette personne. Si le lendemain, cette personne accepte de l'argent des industries fossiles, c'est fini, ils vont se faire descendre. Et ils sont vraiment très, très ouverts et très, très transparents avec ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils se sont engagés d'une telle manière. Par exemple, si on regarde l'efficacité et le pouvoir qu'ils ont eu pour changer les choses, est incroyable. Donc, l'engagement politique, quand il est vraiment bien réfléchi stratégiquement, est très, très porteur. Donc, d'abord, ils mettent leur propre candidat en avant, ils soutiennent leur propre candidat. Donc, ça, c'est important. Ensuite, ils ont, par exemple, si on regarde le long de la présidentielle états-unienne, ils ont d'abord soutenu un autre candidat. Ils ont mis ça démocratiquement au vote de leurs membres. La majorité, un petit peu plus que la majorité, ont dit qu'ils voulaient soutenir Bernie Sanders. Et donc, le Sunrise Movement a soutenu Bernie Sanders. Mais ils y sont allés. Ils se sont tous mis pour lui. Ils se sont vraiment engagés dans la campagne de Bernie Sanders. Bernie Sanders a perdu. OK. Donc, ils étaient contre Joe Biden. Mais manque de bol, Joe Biden a gagné. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont battus d'abord contre lui et ensuite avec lui. C'est-à-dire qu'ensuite, ils sont entrés dans un processus de discussion avec la campagne de Joe Biden pour dire, voilà, comment est-ce que vous arrivez à changer votre politique climatique pour que nous, on puisse vous soutenir. Mais c'était vraiment conditionnel. C'était une discussion ouverte. Donc, Varshini Prakash, elle a participé à la commission climat de Joe Biden et qui est la leader du une des leaders du Sunrise Movement. Et ils ont réussi. Donc, ils se sont battus contre lui. Ensuite, ils se sont battus avec lui pour changer sa politique climatique qui était archi nulle au départ. Et ils l'ont complètement transformé. Et ensuite, ils se sont battus pour lui. Donc, ils ont vraiment fait un retournement de situation. Et ils ont été décisifs dans plusieurs États. Probablement que c'est eux qui ont réussi à porter une marge de victoire, parce que la marge de victoire, elle n'était pas énorme dans plusieurs États. Donc, je pense que l'engagement politique, il est vraiment très, très important, mais il ne faut pas le penser comme traditionnellement, ah, moi, je suis avec les socialistes, ah, moi, je suis avec les Verts. Voilà, il faut le penser en tant que mouvement avec des buts propres. Et puis comme ça, on n'a pas peur d'être aligné avec qui que ce soit. On peut avancer de façon cohérente. Donc ça, je pense que il y a beaucoup de leçons à apprendre de cet exemple. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de s'engager à l'intérieur des partis. Donc, ça, c'est le mouvement. Le mouvement, il ne devrait pas être dans un parti. Il ne doit pas se faire récupérer.
Par contre, les personnes, je pense que c'est intéressant et important pour chaque personne d'essayer de trouver un parti politique et de se mettre dedans pour changer la plateforme de ce parti politique. Et entre autres, il y a la différence entre les Verts et les socialistes en Suisse, où il y a une espèce de clivage entre les deux, où les Verts ne comprennent pas que la politique climatique peut être pro-sociale, et puis les socialistes ne le comprennent pas non plus. Donc, pour essayer de faire des plateformes conjointes. Et ça, c'est très important. Par exemple, il y a des activistes d'Extinction Rébellion au Royaume-Uni qui sont allés dans le Parti travailliste pour faire en sorte qu'il y ait un Green New Deal qui soit soutenu par le Parti travailliste. C'était 3 personnes, même peut-être 2 personnes d'Extinction Rébellion qui l'ont fait. Donc, ça change le monde, ça, d'avoir ça dans une plateforme. Bon, ils n'ont pas gagné aux élections, mais ça change quand même la perspective du monde. Donc, je pense que l'engagement politique est très important, mais il faut le réfléchir de façon stratégique. Merci. J'ai encore plein de questions, mais est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'ai peut-être une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je t'entends bien. Ah, merci. Du coup, c'était très intéressant ce que vous avez dit, justement qu'il faudrait arriver à plus d'égalité au sein des pays et entre les pays, mais en fait, on sait que le capitalisme actuel, il est quand même, il se nourrit des inégalités, et comment en fait on arrive à transformer le système tout en restant dans un système capitaliste et en étant plus égalitaire, parce que pour le moment, et justement, j'ai l'impression qu'il est quand même là le gros problème. Oui, alors là, de nouveau, il faut se souvenir des politiques égalitaires, et je pense que le Covid, c'est une opportunité d'aller dans ce sens, parce que le Covid, comme toutes les crises, comme la crise climatique, va exacerber les inégalités et a exacerbé les inégalités. Donc, de demander des politiques égalitaires c'est-à-dire qu'à l'intérieur du capitalisme, on peut quand même faire beaucoup pour casser ces tendances. Bonne soirée, Régis. Je vais juste vous partager avec vous un lien où on a justement regardé ces exemples de politiques spécifiques pour, pendant le Covid ou post-Covid, faire les choses différemment. Donc, on a vraiment fait ce rapport sur la base de politiques existantes dans chaque pays ou dans des villes, etc. Donc, on a présenté ça 10 principes pour rebâtir de façon plus positive. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est vraiment des éléments spécifiques autour desquels on peut essayer de faire les choses différemment. Donc, il faut de toute façon, il faut demander des politiques plus égalitaires, il faut demander des investissements, c'est-à-dire que l'action climatique, il ne faut pas le voir comme un coût. Le coût, c'est de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir vivre, de ne pas pouvoir avoir de la sécurité matérielle, économique, physique, etc. Il faut voir ces coûts comme des investissements. Il y a des investissements énormes à faire pour protéger nos économies et nos sociétés. La question, c'est dans quelle direction est-ce qu'on va les faire? Est-ce qu'on va les faire pour protéger les riches ou est-ce qu'on va les faire pour protéger la majorité? Et ça, je pense que c'est quelque chose on peut orienter chaque dollar ou franc dépensé dans l'économie par le gouvernement ou par d'autres instances. On peut se poser la question de qui il sert, dans quelle direction il va. Est-ce qu'il se conforme à ces 10 principes, par exemple? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière très concrète. Donc, c'est clair qu'on est lancé dans une mauvaise direction, mais il y a des moyens d'y faire face. Oui, mais enfin, si je peux me permettre encore. Oui, allez-y. En fait, ce que vous venez de dire, là, c'est clair que c'est juste, mais on espérait ça au premier confinement, et pour le moment, la tendance elle montre que justement, les politiques, elles vont dans le sens inverse. Enfin, il y a des mouvements citoyens qui sont intéressés, mais c'est quand même très marginal encore pour le moment. Oui, il faut essayer. Par exemple, il y a la grève pour l'avenir le 21 mai. Donc ça, c'est une autre opportunité de faire remonter ces revendications. Donc, si vous n'êtes pas encore engagé dans la grève pour l'avenir, je vous encourage à le faire. Parce que là c'est quelque chose avec les syndicats, avec les mouvements d'étudiants, la grève climat, les mouvements des femmes, des immigrés, etc. Donc, c'est quelque chose qui va être assez large et puis qui va aller dans ce sens. Mais on ne peut que faire l'effort, hein. Mais personne d'autre va faire l'effort pour nous, certainement pas le capitalisme. Le capitalisme, comme vous l'avez dit, c'est une machine à accroître les inégalités. Ça, Thomas Piketty, il a très, très, très bien montré dans une analyse de l'économie réaliste et empirique, basée sur les faits. Donc il faut se battre contre. Non, ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va que se faire avec nos efforts.
Et puis la question, c'est ensuite comment est-ce qu'on oriente nos efforts et de qui est-ce qu'on apprend. Et je pense que là, justement, le Sunrise Movement, c'est un très bon exemple d'un groupe qui a mis en avant des revendications politiques autour de l'égalité, de la redistribution, de la protection sociale, l'antiracisme et l'action climatique. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. Est-ce que quelqu'un a encore une dernière question, une remarque? Quelque chose à ajouter? J'ai pas envie de poser la Tout le dernière. monde est fatigué. Oui. Moi, j'aurais peut-être une question un peu plus, comment dire, philosophique ou générale, mais comment est-ce qu'on dort la nuit en sachant tout ça? Enfin, je pense que vous êtes une des personnes qui connaît vraiment énormément de choses sur l'état du monde en ce moment. Et puis, ouais, comment est-ce qu'on avance quand même? Parce que, je veux dire, l'éco-anxiété, c'est vraiment un thème qui est très présent maintenant. Oui, alors, je vais vous partager un autre truc. Je vais essayer de le trouver. Alors, moi, je dors mal. Moi, je dors mal la nuit. J'ai beaucoup d'éco-anxiété, tout ce qu'on veut. Donc, moi, je prends de la valériane. Ça me suffit. Comme ça, je dors la nuit. Parce qu'autrement, je n'arrive pas à fonctionner, puis ça ne sert à personne. Mais je pense que c'est difficile ce qu'on vit. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à regarder sur le lien. En fait, c'est une étude qui vient d'être publiée qui montre les différentes... donc, c'est un tweet de Jeffrey Sukran qui est magnifique, qui travaille autour de la désinformation climatique. C'est un des top chercheurs dans ce domaine. Je vous le recommande très, très fortement, mais qui montre que, par exemple, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je regarde, mais si on regarde l'éco-dépression, l'éco-anxiété ou l'éco-colère, eco-anger, que, en fait, l'émotion qui est la plus porteuse d'action individuelle et collective, c'est pas la dépression ou l'anxiété, c'est la colère. Et ça, je pense qu'il faut ça, je pense que c'est peut-être important à le garder en tête, c'est que vous êtes dans un monde dont vous n'êtes pas responsable. Les responsables, c'est les chefs d'entreprise de Shell, d'Exxon, de British Petroleum, de ces grandes industries qui avaient les chercheurs scientifiques qui étaient plus à la pointe que les chercheurs du GIEC à l'époque. Donc, ils nous ont vraiment poussé. Nous sommes dans un monde de leur création. Donc, il faut que nous devenions une force contre eux. Et je pense que d'avoir ce sentiment pas de culpabilité ou d'impuissance, mais de vouloir changer la face du monde. Eux, ils ont réussi à changer la face du monde. Maintenant, c'est à notre tour. On va leur reprendre ce pouvoir-là. Et il y a une force de pouvoir travailler ensemble. On peut faire beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont peur de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shell, il y a 30 ans, je crois, ont publié un rapport interne, bien sûr, où ils ont dit « Ouh là là, on va s'en prendre plein la figure dans quelques décennies quand les gens ils se rendent compte que le réchauffement climatique, c'est vraiment vrai et puis que c'est vraiment l'horreur. » Et ils ont prédit Greta Thunberg. Ils ont dit « D'ailleurs, la jeunesse, elle va se révolter contre nous et puis ça ne va pas être sympa pour nous. » Et puis, il y a des raisons tout à fait légitimes de se révolter. Le plus de gens sont au courant, le plus les gens vont vouloir se révolter. Il y a un avenir positif qui vaut la peine d'être protégé, qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. Et puis, il faut essayer. C'est-à-dire qu'on est dans une lutte. C'est pas sympa. Je ne crois pas qu'on a d'énormes chances, si on me demande franchement. Mais on a une chance, on a quelques chances, on a, je sais pas, un pourcentage infime de chance, donc ça vaut la peine. Donc c'est ça, je pense qu'il faut le voir, comme c'est un petit peu simpliste, mais les bons contre les méchants. Puis nous, on est les bons. Donc, puis il faut se dire que les chefs d'entreprise de ces compagnies, ils dorment très très mal la nuit actuellement. Très très mal. Donc ça peut aussi réconforter. Voilà, donc il faut leur donner des cauchemars, c'est ça l'espoir du monde. Merci, je retiens, je note. Magnifique, merci beaucoup. Ça me paraît
très bon mot de fin, motivant surtout, qui nous laisse quand même avec de l'espoir. Si quelqu'un aimerait ajouter quelque chose encore, je vous laisse la parole. Si vous, Julia, vous aimeriez ajouter quelque chose. D'accord, alors c'est tout. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous. Vraiment très plaisir de déjà d'écouter votre conférence, puis après d'échanger avec tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne lutte climatique. Merci Un beaucoup. grand merci pour la présentation, c'est super intéressant. Et puis la discussion, très très intéressante avec les liens que vous avez envoyés. Ça donne plein d'infos pour le reste de la semaine. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Et puis, restez en contact. Je ne suis pas loin, même si je suis virtuelle. Nous sommes dans la Romandie. Donc, voilà, on continue. Super. Merci beaucoup, c'était super. Merci, thank you. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.